Bonjour à toutes et tous, édition spéciale du journal de 13h. La guerre en Ukraine fait toujours la une de l'actualité et les troupes russes ont même encore gagné du terrain aujourd'hui. Des explosions retentissent un peu partout, les chars progressent et se rapprochent de plus en plus de Kiev, la capitale. Récit des dernières heures avec Nicolas Lejuste et Eric Destiné. Des tirs nourris au cœur du quartier résidentiel d'Obolon. Nous sommes à l'entrée de Kiev, la capitale de l'Ukraine, à 9 km à peine du Parlement. Les habitants filment impuissants l'arrivée de l'armée russe au pied de leurs immeubles. Quelques heures plus tôt, dans le ciel de la capitale, plusieurs énormes explosions. En journée, on découvre cet avion non identifié à proximité de zones résidentielles. Plusieurs quartiers habités de Kiev ont été touchés. Ici, c'est un bombardement qui a éventré les façades. Cet homme a entendu un bruit sourd au milieu de la nuit. Je me suis approché de la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Après, il y a eu une explosion. J'ai eu tellement de chance, tellement de chance. J'ai vu les fenêtres voler en éclats de ce côté-là aussi. Kiev, au cœur de l'offensive. Alors ces dernières heures, des militaires ukrainiens ont brûlé des documents avant une éventuelle prise de contrôle russe. Au centre-ville, les sirènes d'alerte ont retenti ce matin. Les habitants se terrent dans les stations de métro ou dans ces caves transformées en abris, sans savoir ce qui les attend. Nous avons dormi, mais nous avons été réveillés par une explosion à 4h20, près de notre maison. Un missile a été abattu. À 300 km plus à l'est, à Soumy, de nombreux tirs ont été entendus, à proximité d'une académie militaire. Malheureusement, les zones résidentielles sont assiégées. Des véhicules militaires russes sont en mouvement depuis Soumy pour rejoindre Kiev. Beaucoup d'équipements militaires passent par ici pour prendre directement la direction de l'ouest du pays. Fin de matinée, le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué, je cite, « la libération de l'Ukraine » comme objectif final de cette offensive. Le président Poutine a décidé de conduire une action militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. De la sorte, libérés de l'oppression, les Ukrainiens eux-mêmes pourront déterminer leur futur librement. Les militaires ukrainiens se déploient en ce moment au centre de Kiev pour tenter d'empêcher le renversement du président du pays, cible probable de cette offensive russe. Et derrière cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des femmes, des hommes, des enfants aussi. Des visages sur lesquels on voit l'inquiétude, des témoignages bouleversants avec Jonathan Romomarin et Benoît Feit. Les bombardements ont été intenses cette nuit à Mariupol où l'on dénombre au moins 17 immeubles touchés. Ce matin, entre les cendres et les gravats, les habitants hagards ne pouvaient que constater les dégâts. Je voudrais juste vivre tranquillement en Ukraine. J'ai vu sa performance sur Internet. Putain de Poutine. Il racontait si bien à sa population que c'était presque une nécessité d'attaquer l'Ukraine, sinon l'Ukraine allait attaquer la Russie. Il est complètement fou. 23 civils et une vingtaine de soldats ukrainiens auraient été blessés durant les bombardements. Et plus les heures passent, plus l'angoisse monte dans cette ville d'1 demi-million d'habitants qui ressemble déjà par endroits à un champ de ruines. Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour mes enfants. Ils se réveillent en pleurant, en me demandant ce qu'il se passe. Qu'est-ce que je dois leur dire? La guerre? Ils ne comprennent pas du tout. Ils me demandent ce qu'ils doivent faire. 1700 personnes auraient réussi à fuir la ville depuis le début des bombardements. Et ceux qui sont restés tentent à présent de se protéger comme ils peuvent. Comme cette famille qui se réfugie dans cette cave à chaque nouvelle déflagration. Des scènes d'effroi pour les adultes, mais aussi pour ces enfants qui commencent eux aussi à comprendre que leur vie est désormais en péril. Je ne veux pas mourir. Je veux que ça s'arrête le plus vite possible. Je me suis réveillée parce qu'il y a eu un grand boom ce matin.
J'ai compris que c'était la guerre. Bombardé depuis plus de 24 heures et à présent cerné par les troupes russes et séparatistes pro-russes, Mariupol vit désormais dans l'angoisse d'un siège qui semble de plus en plus imminent. Une population qui vit dans la peur à Mariupol, on l'a vu à Kiev aussi. Les explosions se succèdent dans la capitale. Les habitants se mettent également à l'abri et trouvent refuge dans les stations de métro. Image de nos envoyées spéciales Catherine Tonero et Joséphine Turli avec des commentaires de Rachel Crivellaro. Certains sont déjà là depuis hier soir. Ils ont passé la nuit dans le métro. D'autres sont arrivés tôt ce matin quand ils ont entendu les sirènes d'alarme. Juste le temps d'embarquer quelques couvertures, un peu de nourriture, des réserves d'eau, comme Valeria venue mettre sa famille à l'abri. Je suis ici avec ma fille et ma maman. C'est toute ma famille maintenant. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Nous ne savons pas ce que nous pourrions faire d'autre. Ce matin, de puissantes détonations se sont fait entendre aux quatre coins de la capitale. De nombreux habitants se sont précipités dans le métro. Creusé à plus de 100 mètres de profondeur, il fait office de bunker pour la population de Kiev. Bogdan n'a pas hésité à venir s'y réfugier en emmenant sa mère malade. Je suis ici avec ma mère depuis 7h45, 8h du matin. Nous sommes ici juste pour attendre la fin de l'attaque. Les sirènes d'alarme résonnaient dans toute la ville. Coincés au milieu des rames de métro qui continuent à circuler comme d'habitude, les habitants de Kiev prennent leur mal d'impatience, mais pour Elena, il est temps de bouger. On prend tous les vêtements et on essaye de changer la location parce que mon amie et la compagnie essayaient de changer pour les parkings de le grand business center. Mais la plupart des réfugiés du métro, les yeux rivés sur leur téléphone, préfèrent attendre la suite des événements. Et les journalistes présents à Kiev doivent aussi se mettre à l'abri par crainte d'attaque dans la capitale. Nous avons pu joindre nos envoyés spéciales il y a quelques minutes. Écoutons le témoignage de Catherine Tonero. Oui, l'équipe est à des dizaines de mètres sous terre dans ces stations de métro qui servent donc ici à Kiev de bunkers anti-bombardement. Il y a encore beaucoup de passages et de métros qui roulent toujours à ce stade. Et puis des dizaines et des dizaines de personnes, vous les voyez autour de moi, venues donc chercher refuge ici, certaines depuis hier déjà, beaucoup de familles. C'est relativement calme tout de même dans le sens où ce n'est pas le mouvement de panique qu'on a pu s'imaginer et qui nous a d'ailleurs fait beaucoup hésiter à venir ici ce matin, mais après avoir reçu la confirmation que des tirs de missiles et autres allaient encore s'abattre sur Kiev, de plus en plus encerclé par les forces russes, on n'a pu hésiter à venir ici donc rejoindre ces Ukrainiens, ces civils ukrainiens qui attendent, comme beaucoup dans ces bunkers, que l'orage passe. Et je vous propose un premier point d'analyse avec Mehdi Kelfat. On était à Kiev. Mehdi, on va d'ailleurs en parler puisque la capitale, c'est vraiment un enjeu stratégique pour les Russes. Oui, on a l'impression qu'on est en train de vivre un blitzkrieg, une guerre éclair. Il faut aller le plus rapidement possible prendre cette ville de Kiev, là où il y a le pouvoir qui est incarné par le président Zelensky. On note des colonnes de blindés russes dans les faubourgs de Kiev, à 40 km du centre-ville de la capitale. On entend des détonations sourde, et en réponse à tout cela, le président Zelensky a fait appel à la mobilisation générale. Tous les hommes de 18 à 60 ans sont appelés à défendre leur pays. La loi martiale et l'appel aux volontaires ont été décrétés. Et puis, de nouvelles déclarations de Zelensky viennent de nous parvenir, sorte d'appel au secours, peut-être appel au secours désespéré, puisque le président appelle les Européens qui sont en capacité de savoir utiliser des armes à venir les aider, à aller sur le territoire ukrainien les aider.
pour défendre l'Europe. Fin de citation. Mais en tout cas, le président justement ukrainien ne compte pas quitter Kiev, il l'a dit, et il l'a compris, il le dit, il est clairement la cible principale des Russes. Oui, c'est tout à fait ça, c'est lui la cible des Russes, c'est lui qui incarne ce regard des Ukrainiens vers l'Union européenne, la volonté d'adhérer à l'OTAN. Pourtant, le président Zelensky, rien ne le prédisposait à avoir ce rôle de chef d'État et peut-être d'homme d'État et d'homme de guerre aujourd'hui, puisque à la base, c'est un jeune homme de 44 ans qui était comédien, qui a été révélé en 2015 par une série comique sur un homme normal, un professeur qui devenait par hasard président de l'Ukraine, et aujourd'hui il est bien ce président de l'Ukraine. Par ailleurs, on a beaucoup accusé les Ukrainiens d'être des nazis qui fomentaient un génocide contre les russophones. Eh bien lui, il vient du sud-est de l'Ukraine, il vient d'une famille juive et russophone. Tout l'inverse de ce que dénonce Vladimir Poutine. On vous retrouve dans un instant, Mehdi. Le président ukrainien donc reste. Une partie de la population fuit par contre. 5 millions d'Ukrainiens pourraient quitter le pays. Ils sont pour l'instant plusieurs milliers déjà à avoir trouvé refuge ailleurs, dans les pays voisins comme la Pologne. Frédéric Varlet et Aurélie Didier. C'est toute une vie qui vient de basculer. Ce jeune couple d'Ukrainiens et leur bébé de 5 mois vient d'arriver en catastrophe depuis Kiev, dans cette gare polonaise. We now thinking about what to do next, and going to probably Wrocław to take a deep breath there and decide what to do. Des milliers d'Ukrainiens tentent de traverser la frontière polonaise en voiture. Ils sont partis avec le strict nécessaire. Depuis hier, les routes sont embouteillées et les gardes frontières polonais vérifient les identités. Dans cette station de train polonaise, plusieurs centaines d'Ukrainiens débarquent avec quelques affaires personnelles et des vêtements chauds. Beaucoup s'estiment chanceux d'avoir pu acheter leur billet. I was getting a feeling that something's going to happen, and I was lucky enough to get last tickets, and that was a couple of hours before the bombing has started. It was a crazy night, and we are lucky we are here. La Pologne déploie des plans d'aide d'urgence. Même les pompiers sont appelés en renfort pour soutenir les réfugiés ukrainiens qui sont pour beaucoup bouleversés. I am very, very scared for Ukraine. I am very saddened. I am still hopeful. I'm still hopeful. I believe in humanity. I believe in good in people, and that situation still can change. That West Europe and America would help these people. It's not fair. À l'intérieur de la gare polonaise, ils sont nombreux à avoir passé la nuit, en majorité des femmes et des enfants. L'armée polonaise leur vient en aide pour la distribution de nourriture et les besoins de première nécessité. Beaucoup ici laissent des proches derrière eux, bloqués en Ukraine. I feel safe here, but from here I cannot really help my relatives and my friends, and many of them are in danger, and many of them cannot leave as quickly as I do. I don't know when and if I return to Ukraine, because I think it is huge trouble for Ukraine, and we probably will solve it months, years maybe. Des réfugiés ukrainiens qui arrivent dans d'autres pays également, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie ou encore la Slovaquie. Avec une question, à quel point tous ces pays auront la capacité de les accueillir? Les États-Unis annoncent qu'ils accueilleront aussi des Ukrainiens. Moi justement, Mehdi, par rapport à ce flot massif attendu de réfugiés, est-ce que les pays de l'Union européenne sont tous prêts à en accueillir? Contrairement aux précédentes crises migratoires, notamment la crise syrienne, on sent vraiment une solidarité des 27 États membres de l'Union européenne. C'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a dit que la Commission était pleinement prête et préparée à accueillir ce flot de réfugiés. C'est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais juste pour vous donner une indication, en Moldavie, 4000 personnes ont fui en une seule journée hier. Des camps d'accueil ont été mis en place. Même chose, un flot un peu ininterrompu vers la Pologne, qui a 545 km de frontière commune avec l'Ukraine. La Pologne qui a promis d'ouvrir ses bras aux réfugiés polonais. Il y a d'ailleurs 9 centres d'accueil qui ont été ouverts d'urgence. La Slovaquie, la Hongrie, dont on connaît les positions anti-immigration de Viktor Orban, mais aussi la Roumanie,
qui est un des pays les moins riches de l'Union européenne, ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à participer à cet effort collectif. 2 chiffres, hier, juste en une journée, 100 000 personnes ont fui leur domicile. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont quitté le pays, mais ont été déplacés, ont quitté la maison, se retrouvent dans des situations difficiles comme on l'a vu dans le métro. Et à terme, l'ONU a annoncé que cette crise pourrait entraîner un nombre de 5 millions de réfugiés au total. Ouais, effectivement, des chiffres qui font froid dans le dos. Et puis justement, au niveau européen, les 27 préparent également toute une série de sanctions à l'égard de la Russie, des sanctions massives, approuvées d'ailleurs hier soir lors d'un sommet extraordinaire. Alors Annick Capel, vous avez suivi ça. Plusieurs secteurs seront visés, des personnes aussi. Oui, tout d'abord, les personnes, les Européens, comme attendu, ont décidé d'élargir la liste des persona non grata, c'est-à-dire des personnes qui n'auront plus accès au territoire européen et dont les avoirs seront gelés en Europe. Ensuite, en effet, des sanctions contre différents secteurs. Le secteur financier, tout d'abord, on vous en parlait hier, puisque les Européens ont décidé de bloquer à la Russie l'accès au marché financier européen. Ils ont aussi décidé de frapper différents secteurs clés de l'industrie, de l'économie russe, comme l'énergie ou l'aéronautique. Ici, il s'agit vraiment de priver ces secteurs de technologies cruciales. Écoutez ce que disait hier soir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à propos de sanctions contre l'aéronautique. We ban the sale of all aircraft spare parts and equipment to Russian airlines. This will degrade the key sector of Russia's economy and the country's connectivity. 3/4 of Russia's current commercial air fleets were built in the European Union, the US and Canada, and therefore they are massively depending on that. Et sur la table, il y avait également une mesure bazooka qui n'a pas été décidée par les Européens. Cette mesure, elle consistait à exclure la Russie du fameux système SWIFT. Alors de quoi s'agit-il? SWIFT, c'est un réseau mondial d'échange d'informations financières. C'est vraiment un rouage essentiel de la finance mondiale, et en exclure la Russie aurait été dévastateur pour de nombreuses banques russes. Une espèce de bombe atomique que les Européens ont décidé de ne pas balancer, pas encore. En tout cas, on imagine qu'ils préfèrent se garder une certaine marge de manœuvre. Merci pour toutes ces informations en direct, Annick Capel. Et puis la Belgique suit aussi, bien entendu, tout ce qui se passe là-bas en Ukraine. Un conseil des ministres restreint s'est à nouveau tenu ce matin. Et à l'issue de cette réunion, le Premier ministre Alexander De Croo est en train de s'exprimer. On va tout de suite écouter son intervention. Gewoon te grabbel gegooid. We hebben gisteren een Europese Raad gehad. Die Europese Raad heeft bijzonder zware sancties beslist. Sancties die zitten in de financiële sector, in de transport, in de energie. Die zorgt ervoor dat er geen exportfinanciering meer kan zijn. De positie van ons land gisteren was dat bijkomende sancties nodig zijn. Ik ben ook dan zeer blij te zien dat de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, net aangekondigd heeft dat hij met een nieuwe lading sancties zal komen. Het is nodig dat het net rond de machthebbers in Moskou, rond de elite in Moskou, rond dat économisch-militair complex. Voilà, donc le Premier ministre qui s'exprime pour l'instant en néerlandais, il revient justement sur ces sanctions européennes. Il se félicite d'ailleurs de ce qui est mis en place pour l'instant. On va continuer de l'écouter et il devrait prendre la parole en français juste après. Cet après-midi, il y a aussi un sommet OTAN qui aura lieu à 15 heures. J'ai eu l'occasion hier de parler avec beaucoup de mes collègues. C'est clair que beaucoup de pays qui font partie de l'OTAN, qui sont à l'est du territoire de l'OTAN, se font beaucoup de soucis. Je vais être très très clair, si l'OTAN demande notre soutien, la Belgique sera clairement solidaire. Personne n'a voulu cette guerre et on va clairement pas tolérer qu'il y ait de la violence ou qu'il y ait de la guerre sur le territoire de l'OTAN. En direct du Premier ministre Alexander De Croo de Bruxelles. Je vous propose de nous rendre à Moscou, rejoindre Jean Didier Revoin, notre correspondant sur place. On est justement, Jean Didier, en train d'évoquer ces sanctions européennes. D'autres pays occidentaux annoncent aussi des sanctions et le Kremlin a réagi. Il promet des représailles.
Alors oui, le Kremlin n'entend pas se laisser marcher dessus. Il a promis une réponse, mais avant de répondre aux sanctions, il veut pouvoir prendre le temps d'analyser les sanctions qui sont édictées contre la Russie, de les analyser, de voir en détail quels sont leurs effets avant de donner sa réponse ou ses représailles. Alors, Moscou évoque deux moyens, soit des sanctions réciproques, soit des sanctions asymétriques. Si on se souvient bien, après l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou avait décidé de bannir, décidé d'un embargo sur des exportations agricoles américaines, européennes, canadiennes, néo-zélandaises et australiennes, si je me souviens bien. Et on ne sait pas quelle piste à l'heure actuelle étudie la Russie. On imagine qu'elle pourrait prendre des sanctions dans le domaine de l'énergie. On sait que l'Europe est hautement dépendante du gaz russe. Et puis également au niveau des céréales, la Russie est l'un des premiers producteurs de blé et elle pourrait édicter des mesures pénalisant les producteurs européens et américains ou les consommateurs producteurs américains de ces matières premières que sont donc le gaz et les céréales. C'était Jean-Didier Revoix en direct de Moscou. Nous l'entendons, des sanctions d'un côté, le maintien du dialogue de l'autre malgré tout, car le président français veut absolument maintenir ce contact avec Vladimir Poutine. Nous allons d'ailleurs l'évoquer avec Quentin Warlop à Paris. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président russe hier. Oui, Ophélie, le président français Emmanuel Macron, c'est l'interlocuteur privilégié finalement des deux présidents ukrainiens et russes. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs téléphoné hier soir à Vladimir Poutine à la demande du président ukrainien, car Volodymyr Zelensky n'arrivait pas à rentrer en contact avec le président russe. Un échange que l'Elysée juge franc, direct et rapide. C'est ce qu'on nous a dit. Autant vous dire, Ophélie, que dans le langage diplomatique, ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé du tout entre les deux hommes. Même si Emmanuel Macron garde la porte ouverte au dialogue, c'est ce qu'on nous indique ce matin. La guerre est totale. Voilà ce qu'a indiqué aussi ce matin le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian. La sécurité du président Zelensky, c'est un élément central, a-t-il dit, car oui, c'est un symbole de la résistance. Oui, il est l'objet de toutes les attentions côté russe. Oui, il est en danger. Des membres d'ailleurs français du GIGN sont arrivés à Kiev hier soir pour sécuriser l'ambassadeur français et l'ambassade française. Il pourrait aussi sécuriser le président ukrainien sur le terrain. Le président français Emmanuel Macron qui a consulté deux anciens présidents ce matin, François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est une tradition républicaine que de consulter les anciens présidents dans des moments de crise comme celui que l'on vit actuellement, d'autant qu'ils connaissent très bien Vladimir Poutine. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui va en Géorgie et à Moscou. Il revient avec des accords de paix qui ne seront finalement jamais respectés. De son côté, en 2015, c'est François Hollande qui négocie les accords de Minsk avec Vladimir Poutine et Angela Merkel. On se souvient d'ailleurs d'un accord finalement arraché à 9h du matin au bout d'une nuit blanche de négociations. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, tous les trois ont un point commun, Ophélie. Ils ont déjà pu négocier et discuter avec l'imprévisible président russe. Merci pour toutes ces informations en direct de Paris. C'était Quentin Warlop. Et puis les Ukrainiens de Belgique se mobilisent aussi. Ils veulent que la Russie mette un terme à l'offensive militaire. Et regardez, hier soir, ils étaient plusieurs centaines rassemblés au pied des institutions européennes pour entonner l'hymne national. Et puis la plupart portaient le drapeau avec en toile de fond, nous le voyons, l'arche du cinquantenaire éclairée justement aux couleurs de l'Ukraine. Écoutons quelques réactions. Nous avons besoin de l'aide de l'Europe. Nous sommes seuls. Nous comprenons que la situation est extrêmement grave et délicate, mais Poutine est aux portes de l'Europe et nous avons vraiment besoin de l'aide et du support de l'Europe, et de l'aide tout simplement. Nous sommes seuls et nous sommes prêts à nous battre, mais nous savons que seuls, ce sera très très difficile. Eh oui, des Ukrainiens inquiets, surtout pour leurs familles sur place, bien sûr. Nous avons pu contacter quelques personnes et nous avons également recueilli des témoignages de Belges qui vivent aussi là-bas. Alors même si les situations varient d'une région à l'autre, la peur domine. Jean-Marie Dequesel et Thomas Deschamps. Le bruit des bombes sur l'aéroport de Kiev, comme dans cette vidéo amateur, c'est cela qui a réveillé les habitants du quartier, dont un Belge, entrepreneur dans la région. On est sur le 15e étage, alors on a une vue sur l'aéroport et on a vu où sont tombées les bombes et c'était pas sur les terminaux, c'est-à-dire que c'était plus loin où il y avait les bases militaires.
Il y a beaucoup de gens qui s'enfuient. On m'a dit qu'il n'y a plus de pétrole, qu'il y a à Dniepro, il y a une personne qui m'a dit il y avait une file pour 2 heures pour obtenir un peu de pétrole parce qu'on ne peut plus faire le plein. Bien plus à l'ouest, à Lviv, non loin de la frontière avec la Pologne, ce sont les sirènes qui ont un temps alerté les habitants. Fausse alerte, mais l'inquiétude demeure. Les sirènes, oui, toute la matinée, mais maintenant tout est tranquille. Il n'y a aucun mouvement. On essaie de ne pas paniquer et de ne pas faire de mouvements pour rien. Et la plupart de mes amis ils restent dans les maisons mais nous sommes prêts. Si jamais s'il y a vraiment un risque pour la vie, on va bien sûr être évacués ou quitter nos maisons. À l'autre bout du pays, dans la région de Kharkov, les hostilités sont déjà une réalité. Zone sensible depuis des années, la région est devenue un piège pour les civils sur place. Il y a des gens qui meurent là, mais enfin par centaines, je crois. Enfin, j'ai pas encore les chiffres, mais par centaines. Il y a des missiles qui tombent, enfin c'est grave, et il y a personne qui bouge. Et les États-Unis regardent, et l'Europe regarde, et moi je fais l'interview là. Enfin, je veux dire, ça me fait quand même très peur tout ça, quoi. D'ouest en est, les destins diffèrent, mais la peur est désormais présente partout en Ukraine. Oui, la Belgique se tient prête à venir en aide aux Ukrainiens. Nous avons entendu il y a quelques instants en direct le Premier ministre. La Belgique prête à déployer notamment le plan Bifast pour apporter de l'aide d'urgence en Ukraine si nécessaire. Et puis notre pays pourrait également accueillir des blessés à l'hôpital militaire. Laurent Van de Berg, vous y êtes. Des lits, en tout cas, sont prévus. Oui, tout à fait. L'hôpital militaire pourrait très rapidement préparer ses lits pour accueillir des blessés. L'hôpital qui est connu pour son service des grands brûlés et d'ores et déjà, 4 lits sont réservés à cet effet. Plus de lits sont disponibles si nécessaire. Mais rappelons qu'il s'agit pour l'instant de préparatifs. Il faut voir si une demande internationale pourrait arriver. Je vous propose d'écouter le colonel Deveau de Champion. Il est important de noter qu'à ce jour, il n'y a encore aucune demande officielle qui a été transmise vers l'État belge. Donc nous sommes dans une phase de préparation, d'accueil de patients tant civils que militaires en provenance d'Ukraine, ainsi que leurs accompagnants. Le but serait d'avoir ici, au sein de l'hôpital militaire, un point central pour accueillir l'ensemble des patients en provenance d'Ukraine. Et à ce moment-là, d'organiser non seulement leur enregistrement, mais également leur régulation vers, soit si c'est un grand brûlé, soit vers chez nous, soit si c'est un autre type de pathologie, vers un autre hôpital en Belgique. Voilà, l'hôpital qui se tient donc prêt pour l'accueil de blessés. L'hôpital qui a aussi testé les aptitudes médicales de plusieurs centaines de soldats belges au cas où ils seraient amenés à être déployés. C'est une procédure classique. Il ne faut pas voir par ce signe, le signe d'un déploiement imminent. Merci Laurent Van de Berg pour ces informations en direct. Venons-en à présent aux aspects économiques de la crise Medicaid-Kelfat avec vous. Les enjeux sont énormes et pas mal de secteurs sont concernés. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Selon la directrice du FMI, le Fonds monétaire international, la situation actuelle présente un risque important pour l'économie mondiale. On a vu hier la panique sur les marchés boursiers. Figurez-vous que ce matin, il y a un léger rebond. Donc on n'est plus du tout dans le même état de sidération qu'hier. Un léger rebond sur les marchés, mais pas suffisant pour rattraper les pertes qu'il y a eu hier. Donc, il y a des points plus concrets qui vont vous concerner très bientôt, c'est les prix à la pompe qui ne cessent d'augmenter depuis pas mal de semaines. Hier, le cours du baril avait atteint les $100. Peut-être à long terme, plus ou moins long terme, ça pourrait atteindre $125. Et donc ça, vous allez devoir bientôt le payer directement à la pompe dès demain. Pour le gaz, c'est plus ou moins la même chose. La Russie est le premier producteur mondial et fournit aux Européens 40% de ce qu'ils consomment. En Belgique, on est beaucoup moins concerné que d'autres pays européens puisque ce n'est pas notre fournisseur prioritaire et principal. Et puis d'autres interrogations par rapport à des matières premières. Le prix du blé qui avait fortement monté hier, il y a une baisse aujourd'hui. Le prix du maïs pose question notamment pour les agriculteurs. Et puis l'autre question, c'est avec les mesures de rétorsion qu'il va y avoir probablement dans les jours qui viennent. Il y aura des contreparties, donc des décisions de réciprocité de la part des Russes, avec l'interdiction, par exemple, pour nous d'exporter certains biens de première nécessité. Et ça inquiète notamment chez nous en Belgique les brasseurs.
Oui, effectivement, puisque certains brasseurs, justement, Mehdi, exportent leurs produits en nombre en Russie. Et pour mieux comprendre la réalité donc et les craintes de ces brasseurs, Déborah Capel, Yves-Henri Virou et Louis Matagne se sont rendus dans une brasserie de Quenast. L'activité bat son plein dans cette brasserie familiale. Les restrictions liées à la crise sanitaire sont en recul et le printemps marque toujours le retour en force de la bière dans nos habitudes de consommation. Ici, on brasse également des bières destinées au marché russe. En Russie, on consomme essentiellement des bières légères. Donc nous exportons la blanche de Bruxelles en grosse quantité, 40% en bouteille, 60% en fût. Et ça représente pour nous 20 à 25% de l'activité totale. Dans ces conditions, on comprend que les gérants de cette brasserie regardent avec anxiété vers l'Est. Déjà, une chute du rouble fait craindre le pire. Pour l'ensemble du secteur, le conflit risque également d'avoir un impact sur les matières premières. Il va se faire ressentir à deux niveaux, au niveau du blé et du malt, au niveau prix, mais on ne s'approvisionne pas de ce côté-là. Par contre, au niveau du miel, il y a une partie du miel pour faire la barbare qui vient d'Ukraine et là on a des craintes de ne pas pouvoir acheter tout ce qu'on doit acheter ou à un prix correct, quoi. Très vite, le conflit pourrait avoir d'autres impacts négatifs plus inattendus sur le secteur. Par exemple, au niveau de l'approvisionnement en bouteilles, nos brasseries dépendent de l'étranger. Il faut savoir que les verriers européens ne sont pas capables de fournir suffisamment de bouteilles pour le marché belge. Donc moi, comme mes collègues, on achète des bouteilles dans les pays de l'Est et en Russie. Et évidemment, non seulement elles risquent d'être denrées rares, et en plus risquent fortement d'être impactées par le coût du prix du gaz. Je n'ai malheureusement pas le numéro de téléphone de Poutine dans mon téléphone, donc je ne sais pas ce qui nous attend, mais il faut qu'on se prépare en tant qu'entrepreneur au pire. Le pire pour ces brasseurs, ce serait une surenchère dans les sanctions et un gel complet des échanges entre l'Europe et la Russie, avec une menace directe sur l'emploi. Et puis épinglons une conséquence sportive. La finale de la Ligue des Champions ne sera pas jouée à Saint-Pétersbourg en Russie. C'est Paris qui accueillera le match le 28 mai prochain. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles condamnations liées au décès de George Floyd. Cet Afro-Américain est mort étouffé par un policier. Les 3 autres agents présents lors des faits sont aujourd'hui reconnus coupables d'avoir privé Floyd de ses droits lors de son arrestation. C'était en 2020. Ils ne lui sont en effet pas venus en aide. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'actualité est à suivre bien sûr en continu sur notre site internet. Dans un instant, sur la une, la météo de Stéphane Piedboeuf. Et puis affaire conclue, bon après-midi à vous et bon week-end.